Enfin, évidemment, on a cité Chateaubriand, parce qu'on a attribué cela à François Mitterrand, mais il faut redire que c'est Chateaubriand qui avait dit, en d'abord, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. Olivier Delabarre, notre architecte. La transparence, bien sûr, c'est voir ce qui est de l'autre côté, déjà dit. C'est le miroir, c'est là aussi Alice au pays des merveilles. C'est donc pour un architecte voir au-delà d'un espace, à travers un matériau. Mais nous dit-il, la transparence en architecture, c'est aussi la lisibilité. Et n'oublions jamais cela aussi. Ce n'est pas seulement qu'en architecture où la transparence, c'est la lisibilité. Et au fond, il nous dit, rendre un bâtiment transparent, c'est le faire sortir de l'anonymat. Ce qui est bien la même chose que le politique qui structure par son discours, encore une fois, une organisation. Alors, en architecture, évidemment, la transparence, c'est souvent le vert. Il a beaucoup parlé de Jean Nouvel et de quelques autres architectes. Et ce n'est pas par hasard qu'à un moment où on a affirmé très fortement qu'il fallait partout de la transparence, on y est revenu un peu depuis. On parlait de cette image de la maison de verre. La maison de verre. Nos entreprises doivent être des maisons de verre. L'État doit être une maison de verre. C'est fragile, hein, ça se casse. La transparence, c'est aussi la lumière. Alors, il y a d'ailleurs un petit clin d'œil à faire à la philosophie des Lumières. Et puis j'ai noté ça, une ville transparente est une ville qui n'a pas de recoins sombres. Est-ce que nous avons ou non besoin, nos organisations, nous-mêmes, est-ce que nous avons besoin de recoins sombres? Est-ce que notre intimité n'est pas la limite, c'est un commentaire, à la transparence, assez souvent, au-delà même de l'architecture? J'ai presque fini. Emmanuel Venet. Il a ouvert le débat sur la panoptique. Vous savez, avec Jérémy Bentham, comment surveiller sans être vu, et ce que d'autres ont repris à travers l'exemple de la glace sans teint, qui est donc la transparence, mais unilatérale. On ne voit que d'un côté. L'autre n'a pas le droit. Il sait d'ailleurs ou il ne sait pas qu'il est vu, ça dépend. Mais en tout cas, il ne voit pas. L'émergence d'un système qu'il a appelé les systèmes déconcertants. Et j'ai bien aimé cela, il a dit, revenons à l'étymologie, déconcerter, ça veut dire des systèmes qui empêchent de se concerter. Il a évoqué le rôle de l'introspection rousseauiste. Au fond, la connaissance, la transparence de soi passe-t-elle par une quête individuelle, ce qui était la démarche des confessions ou du vicaire savoyard, ou du rêveru du promeneur solitaire, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il faut une médiation? Évidemment, la réponse, la sienne, ça a été, on est allé vers la médiation parce qu'on amène avec cela la psychanalyse. On voit bien comment on y arrive. Mais malgré le médiateur, nous dit-il, il y a toujours des limites à la transparence de l'inconscient, même dans nos rêves. Et il a parlé de la partie inanalysable de nos rêves, ce qu'il a donc dénommé l'ombilique du rêve. Enfin, il a opposé la translucidité à la transparence. La translucidité, je le rappelle pour lui, pour le malade, par exemple, c'est on informe le malade, mais on informe le malade de ce qu'il sait déjà. Je reprends sa formule. Alors après cette approche de notre psychiatre, nous avons eu l'exposé de Jean-Pierre Clairaut, notre philosophe, qui est revenu sur la panoptique, mais en expliquant que la panoptique, c'est d'abord un fonctionnement mental. Donc on est loin de l'aspect construction de Bentham, de ses prisons. Voilà. Et il nous dit, la transparence impose une certaine structuration du discours. Ça renvoie à ce que nous a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il fallait construire les faits. Donc la fonction principale de la parole, en réalité, n'est pas de dire le vrai.
Donc ça, c'est quand même intéressant de le dire à ce stade, parce que notre sujet, c'était transparence et langage. Ah oui, mais l'objectif de la parole, je l'ai déjà dit, ça n'est pas toujours, évidemment, de dire le vrai, à supposer qu'il faille dire le vrai. De toute façon, en dehors de l'émetteur, le récepteur, puisqu'il y a récepteur, est-ce qu'il n'est pas dans l'ambiguïté fondamentale de vouloir savoir, et en même temps de vouloir ne pas savoir? C'est-à-dire, je veux savoir sur moi, je veux savoir sur plein de choses, et en même temps, je ne le veux pas. Et donc, c'est pour l'émetteur un vrai sujet. Enfin, je terminerai par la citation qu'il a faite de Platon, car je ne me permettrai pas de reprendre ce qui a été dit ce matin sur le langage diplomatique, c'est trop frais dans nos mémoires. Pour Platon, le rhéteur est plus important que le médecin, même pour les soins. C'est quand même très très fort. Autrement dit, la logorée, la logomachie, finalement, est supérieure à l'acte technique. Voilà, j'ai essayé en tout cas d'enfiler quelques perles de ce qui a été dit tout au long de ces 3 jours. Et pour ceux qui n'étaient pas là tout le temps, peut-être cela avait-il une certaine utilité. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Voilà, alors maintenant, est-ce que vous me permettrez d'adresser des remerciements d'abord à Christina Astier, elle est là, parce qu'elle a été vraiment, il faut le dire, la cheville ouvrière de ce séminaire. Je crois que sans elle, nous n'aurions pas bénéficié ni d'un cadre qui est tout de même, je crois, très agréable, très convivial, ni de toute une organisation pratique, mais bien au-delà, elle a permis de fédérer, de trouver les intervenants, de faire en sorte qu'ils puissent venir. Donc je tiens en votre nom à tous et au mien propre vraiment à la remercier. Je propose qu'on l'applaudisse parce que vraiment elle a fait un énorme travail. Je voudrais bien sûr remercier nos 2 amis de l'audiovisuel que je ne vais pas distinguer ni séparer, mais comme l'an dernier ils nous ont fait l'amitié d'être là. J'ai pu voir d'ailleurs à des moments comment ils étaient subjugués par ce qui se passait. Le jeu de main du chef d'orchestre, par exemple, je ne prendrai que. Ou la pétillance de certains yeux. On a un peu échangé. Là, on était dans le non-verbal, mais ça compte énormément. Donc, merci à eux. Là aussi, je trouve que c'était formidable qu'ils soient là tout à l'heure. Bon, je voudrais aussi, bien sûr, remercier, mais aussi féliciter nos animateurs de demi-journée. Ils se sont vraiment. C'est une tâche qui n'est pas facile. Alors, Jean-Noël, ce matin, en plus, il avait à suppléer à M. Sorisseau. Mais de façon générale, je trouve qu'ils ont vraiment été formidables parce que ça n'est pas simple. Et merci à eux. Puis il y a tout le travail qu'ils ont fait en amont. Car, comme souvent, dans un spectacle, on voit ce qui est là, mais pas ce qui est en amont. Hein. Donc, là aussi, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, je crois que j'espère, mais on oublie toujours quelqu'un, c'est dramatique, n'avoir oublié personne. Je veux quand même remercier Gestion, puisque effectivement, le prolongement de ce séminaire, ça sera Gestion. Et vous me permettrez de terminer par quelque chose qui est donc plus personnel, mais moi, comme d'autres dans la salle, ce qui m'a fasciné dans la vie, c'est le théâtre, entre autres. Et il y a un point qu'on n'a pas beaucoup développé dans ce séminaire, c'est à qui s'adresse le langage. On l'a traité parfois en disant il faut utiliser dans l'entreprise à peu près le même discours en interne. Mais quand vous avez un public en face de vous, il faut savoir que d'abord chaque spectacle est différent et chacun le sait, ça ne se passe jamais de la même manière d'un spectacle à l'autre. Mais dans le même spectacle, ce que disait Jouvet et Scarpé-Selinovski très largement, c'est qu'il faut s'adresser avec les mêmes mots, avec le même regard, avec les mêmes attitudes, avec la même gestuelle, à chacun individuellement, pour que chacun individuellement ait le sentiment qu'il est l'objet unique du comédien qui parle. Voilà. Et ça, c'est quand même un thème qui, peut-être, au niveau du langage, était à souligner, parce que ça n'a pas été fait. Voilà, je vous propose de nous retrouver donc l'année prochaine. On va essayer d'avoir un peu plus de médecins. Je reprends ce qu'a dit le président. On va s'en donner les moyens. Je compte sur chacun d'entre vous pour trouver
quelques médecins volontaires dans vos établissements. C'est vraiment important. Et moi, j'associerai dans le comité de préparation du séminaire un ou deux médecins également. Je crois que c'est essentiel. Voilà, merci et bon appétit. Pour la dernière fois, donc ne vous inquiétez pas, les TGV marchent normalement. Donc il y a eu quelle histoire de la navette Bourg-Saint-Maurice-Chambéry. Pour Gaël, c'est plus compliqué, mais on va trouver une solution. Vous pouvez monter tout de suite, déjeuner, et puis pour ceux qui veulent s'organiser pour prendre la navette taxi, il faut s'adresser à la réception. Pour les intervenants, Monsieur le Président, j'ai déjà fait la réservation. Monsieur Delabarre qui a laissé des... On m'a dit que celui-ci ne marche pas, c'est très... Donc il faut venir à 59, à 13h59. Ok, d'accord. Et là, je descends comment? Je me débrouille. Tu peux monter attends, il y a Christian. Tu peux monter avec Christian. Rachel, pareil. Tu montes avec Christian. Il y a la place. Avec Emmanuel, oui. Christian est en voiture. Non, il n'est pas en voiture, mais dans le taxi, je vais dire. Tout le monde prend ce train. Oui. Voilà. Je peux aller avec Christian éventuellement. Voilà. Il y a Pavie à lui. Il y a toi. C'est toujours OK? Oui. C'est toujours OK pour que je te descende devant Maurice? Merci. Les trains, il y